Maître Sofiane Schwitter, avant de vous poser cette question-là, je vais revenir à Madame Nassira Dutour pour être clair, pour que les gens qui nous écoutent, ils doivent savoir qu'est-ce que, qu'est-ce que les autorités policières, sécuritaires à l'aéroport vous ont dit avant de vous conduire dans l'avion. C'est quoi le motif de votre expulsion? C'est qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Est-ce que qu'est-ce qu'ils vous ont dit en substance? Parce que je vois ici notre ami Zaki Hnash qui rapporte une expression que vous avez, je ne sais pas d'où est là. Est-ce que tu es membre d'une ONG? Est-ce qu'ils vous ont posé cette question? C'était pas vraiment une question. C'est que une fois que j'ai compris qu'au début, je croyais qu'ils allaient m'emmener au commissariat d'Albeda ou la Antar ou là, je sais pas où, parce que je savais pas. Ils m'ont dit vite, 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 prenez vos bagages, suivez-nous. Je savais pas où. Et quand j'ai compris qu'ils m'emmenaient à l'avion, j'ai dit, ah bon, vous m'emmenez à l'avion, pourquoi? Je peux connaître la raison. Et j'ai insisté, insisté, insisté plusieurs fois, tout en marchant en courant. Il me faisait courir. Et tout, et il y a un des chefs qui se retourne vers moi, il me dit, vous êtes membre. C'était pas une question, c'est une affirmation. Vous êtes membre d'une ONG, madame. C'est tout. Il m'a dit ça, il s'est retourné, il m'a ignoré, j'avais beau hurler. Moi, sur le coup, c'est après que j'ai réagi sur ONG, parce que dans l'esprit algérien, ONG, je pense, hein, ça veut dire Organisation internationale, je sais pas. Et moi, je lui dis oui, je suis présidente d'SOS Disparu, j'ai créé SOS Disparu, vous avez pris mon fils. Je ne sais pas ce qu'il m'a dit l'autre policier. Je lui ai dit, mais les criminels, vous les avez pardonnés. Les criminels des années 90, vous les avez tous pardonnés. Et nous, on n'a pas le droit de savoir la vérité sur nos enfants. Donc, je commençais comme ça, comme ça. Après, il y en a le troisième qui me dit, nous, on exécute ce que nous dit l'ordinateur. Ben, excusez-moi, mais je ne savais pas qu'un ordinateur, ça parlait. Hein. Alors là, il n'était pas content, il s'est fâché. Donc, après, je lui dis, mais ok, ce que vous dit l'ordinateur, et qu'est-ce qu'il vous a dit? Est-ce que je peux savoir? Il m'a dit, prenez un avocat et c'est l'avocat qui saura, je ne sais plus quoi. Quelque chose comme ça. D'accord. Prenez un avocat et l'avocat qui saura. Quelque chose comme Bon, ça. Je rappelle parce que bon, c'était la confusion. On était presque arrivé à l'avion et tout. Donc, il me dit, c'est l'avocat qui vous dira ou prenez un avocat, je ne sais plus. En tout cas, l'avocat, c'est sûr. D'accord, merci. Ali avec Judy. Ali avec Judy, cette affaire, est-ce que c'est criminel de faire partie d'une ONG maintenant en Algérie? Est-ce que cette ONG dont vous faites partie, est-ce que vous fabriquez des missiles? Est-ce que vous êtes une menace pour la nation algérienne selon la vision de ce pouvoir-là? Parce qu'il faut éclairer l'opinion. Moi, c'est ça que les gens en Algérie maintenant, ils se posent des questions. D'abord, c'est quoi une ONG? Est-ce que vous êtes dangereux pour l'Algérie? Voilà. Merci. D'abord, bon, je dois passer juste un mot par rapport à Madame Ditour. C'est une famille de militants, tout simplement, de patriotes, de nationalistes. Et on ne peut pas laisser passer l'occasion sans parler de Nasrallah Yous, que je salue, le frère à Nassera. C'est lui qui est l'auteur qui a tué Ibn Talha. On se souvient d'un nombre incroyable d'assassinés, de personnes assassinées, égorgées, de femmes démontrées à Ibn Talha, sans qu'il y ait à ce jour une enquête ou une vérité sur la liquidation de plus de 550 morts. Eh bien, Nasrallah, pour la mémoire et pour l'histoire, il a eu le courage d'écrire cet ouvrage. Pour Nassera, moi, je suis fier d'être un ami de Nassera. Nous avons mené des combats ensemble au moins depuis 5-6 ans. D'abord, Nassera est membre de Riposte Internationale. Nous avons mené plusieurs missions de plaidoyer ensemble auprès du Parlement européen. Nous avons organisé ensemble le colloque à l'Assemblée nationale française. Nous avons organisé aussi plusieurs rencontres et missions de plaidoyer au commissariat des droits de l'homme, l'ONU. Eh bien, donc, nous avons été la voix
des sans-voix, des gens qui sont reprimés, emprisonnés, condamnés, malmenés, violentés en Algérie. Et il faut dire aussi, il faut rappeler que ce pouvoir totalitaire aveuglé par la haine a empêché Jigurta Louargui d'être enterré dans son pays. Il a été assassiné en France. C'est un militant du MAC et il portait un passeport algérien. On l'a laissé décomposer pendant plus de 45 jours pour qu'il soit à la fin enterré dans son village sans qu'on lui donne même pas la chance de passer ou un recueillement chez lui autour de sa famille. Il a été transféré de l'aéroport au cimetière de son village. Rachid Malawi, paix à son âme, c'est ensemble que nous avons mené avec Nassera Ditour depuis 2020 des luttes, des actions, des missions de plaidoyer. Au début, les autorités algériennes consulaires ont refusé de signer l'autorisation de rapatriement de sa dépouille mortelle à Oran. Il a fallu faire tout un tapage, une campagne médiatique sur les chaînes de télévision, sur les sites journalistiques, pour qu'on le laisse à la fin, pour qu'on autorise la famille de l'enterrer, paix à son âme, en Algérie. Maintenant, il faut dire la réalité. Le pouvoir algérien a peur de la mémoire, d'un travail continu, d'un travail de groupe, d'un travail coordonné. On a vu comment ils ont domestiqué, ils ont pratiquement effacé dans la mémoire le journal Khabar qui est devenu aujourd'hui l'équivalent du journal Shab. Et Omar Louartilan est un symbole de lutte pour la démocratie et la liberté d'expression en Algérie. On se souvient du journal Liberté avec lequel je ne partageais rien du tout. Eh bien, le journal Liberté qui était un témoin de la destinée noire, il est effacé, supprimé, enterré. Et on ne veut surtout pas d'un parti politique opposant. Nous avons vu le sort réservé au MDS, le sort réservé au PST, et nous avons vu le sort réservé au FFS. Donc, le pouvoir a peur du travail organisé. Depuis 2019, les relais du pouvoir, les pseudo-militants qui étaient avec nous dans le Hirak, ne cessent de critiquer les associations et les ONG. Tout ce qui dérange le pouvoir, c'est un travail associatif. Encore une fois, aujourd'hui, sans Nassera Ditour, le dossier des disparus est enterré parce que celle qui porte le flambeau encore de 8 000 ou de 23 000 disparus, c'est Madame Nassera Ditour. Non seulement il a maintenu la flamme, la lutte en Algérie, mais son engagement, sa crédibilité, sa grandeur lui a permis de créer une fédération mondiale des familles de disparus. Aujourd'hui, Nassera, il a un réseau à l'échelle planétaire, que ce soit en Asie, que ce soit en Amérique, que ce soit en Afrique et que ce soit en Europe. Ils ne vont pas pouvoir, c'est-à-dire la faire taire, ni la museler, parce que Nassera est plus qu'au-delà de ces basses manœuvres du pouvoir. Donc, nous avons organisé, c'est-à-dire on s'est organisé en ONG parce que on s'est dit que le travail de militants individuels, avec le temps, ça use, et dès que la personne se relâche ou
et tombe malade ou disparaît, ça y est, c'est tout le travail qui est enterré. Mais un travail organisé, une ONG, ça sous-entend qu'il y a un travail qui se fait dans la collégialité. Pour nous, à Riposte Internationale, dont Madame Dutour, je suis fier et honoré qu'elle soit membre du conseil d'administration de Riposte Internationale, nous avons publié 5 ouvrages, 27 rapports sur la situation des droits humains en Algérie. Et tout ce travail, bien sûr, a été fait en collaboration avec nos militants à l'intérieur du pays, comme à l'extérieur. Je ne peux pas parler, j'ai cité Rachid Malawi, mais il y a beaucoup de grands militants qui luttent encore et qui sont dans le collimateur de ce pouvoir. Nous avons vu ce qu'a vécu Zaki Hanesh. Nous avons vu ce qu'a vécu Rachid Qaddour Chouilchak. Je salue au passage beaucoup de militants défenseurs des droits de l'homme résistent encore et subissent les violences quotidiennes de ce pouvoir. Donc c'est normal, le pouvoir, il a le droit d'avoir peur. Vu que c'est une dictature, c'est des criminels. Ils ont assassiné Mohamed Tamad, ils ont assassiné Kemal Dirfkhar, ils ont assassiné Kemal Hakim Dbazir. Ils ont assassiné, je pèse mes mots, Zdam Borj Bouhararij. Ils ont assassiné un avocat qui a été assassiné par un inspecteur de police à Skikda. Ils jettent en prison des avocats. Ils radient dans le fichier, dans leur fichier des avocats, des juges. Donc c'est un pouvoir totalitaire, c'est un pouvoir militaire, c'est un pouvoir aveuglé par la haine. Vous savez, nous avons un pouvoir médiocre, voyou, au point où aujourd'hui on est rejeté à l'échelle planétaire. Je vous donne juste un exemple malheureux. Il y a un général en retraite, Khaled Hamada, un général libanais, qui a critiqué la visite du président libanais en Algérie. Vous savez ce qu'il a dit? Est-ce que notre président a mesuré les conséquences de cette visite? Aujourd'hui, l'Algérie n'a plus de représentation diplomatique en France. Quelle sera la réaction de la France vis-à-vis du Liban, tout en sachant quelles sont les relations entre le Liban et l'Algérie et la France? Et il a rajouté, aujourd'hui, l'Algérie n'a pas de représentation diplomatique avec le Maroc et avec plusieurs pays pays africains. Aujourd'hui, le pouvoir algérien est un pouvoir voyou rejeté par tous les pays. Eh bien, il s'en fiche, il persiste, il signe, il avance dans ces actes de violence, même avec son argent, même en essayant de corrompre les pays, rien n'empêche l'Algérie, ce pouvoir. Malheureusement, c'est pas l'Algérie. C'est pas l'Algérie avec son histoire, sa révolution, son peuple noble, mais c'est ce pouvoir voyou qui a fait de notre pays un pays isolé, rejeté par tous les pays, que ce soit africains, du monde arabe ou du monde occidental. Donc, l'essentiel, c'est que quand on arrive à empêcher un citoyen de rentrer chez lui, c'est la pire des violences, sans passer par la justice. D'ailleurs, cette justice que je ne respecte pas, cette justice aux ordres, cette justice aux ordres de la police politique, cette justice aux ordres du gouvernement et de la police politique. Comment que ça se fait qu'une militante reconnue mondialement, reconnue à l'échelle nationale, va être refoulée comme un moins que rien pour ne pas rentrer chez elle? Il faut qu'on sache que à notre invité, Maître Sophia Chouitel, pour qu'il nous réponde à cette question. Oui, donc, juste je clôture sur ce chapitre, juste pour dire que tous les Algériens qui rentrent en Algérie, ils ont la peur au ventre. Et leur seront ses complices.
Certains, même qui sont interdits de quitter le territoire, nous appellent, s'il vous plaît, ne mettez pas nos noms dans vos sites. Il faut pas, parce que le pouvoir, les forces de répression les menacent. Vous savez, il y a un militant de Jema'a Serij qui est rentré en Algérie pour assister à l'enterrement de son frère. Il n'a pas assisté à l'enterrement de son frère. À ce jour, il est porté disparu. Il a été kidnappé par les autorités algériennes. Né, il est arrivé dans son village. Né, sa femme et ses enfants ont eu des informations. Madame Dutour, on connaît quelque chose. Nous sommes devant un pouvoir qui recule devant rien du tout. Et le silence de la diaspora, le silence des militants, le silence des partis politiques les implique, ne fera que renforcer cette dictature et la réconforter dans cette violence quotidienne. Merci. Merci Ali. Docteur Malika Baraka, est-ce que vous en entendez? Est-ce que vous êtes là avec nous, Malika? Attends, oui. D'accord, ok. Là, on vient de clarifier un peu la situation parce que les policiers avaient donc découvert que Madame Nassera Dutour fait partie d'une ONG, probablement c'est Riposte Internationale, et aussi des organisations qu'elle préside. Alors, quel est maintenant le pouvoir avant? Qu'est-ce qu'il fait avec Mohamed Afrika, les gens qui activent à l'extérieur? Il les laisse rentrer, ensuite il les bloque avec un STN ou il les met en prison. Mais là, il a innové dans sa façon de faire. Il ne vous laisse pas carrément rentrer. Alors, comment vous-même, vous êtes une victime de ce système, vous êtes condamné à 20 ans de prison, j'imagine. Donc, comment vous réagissez à cette façon d'innover au sein du système? Un policier, il reçoit les ordres de je ne sais pas qui, parce que là, on va voir cette question avec Sophia Schwitter, il va nous expliquer comment le juge va défendre cette question, advenant qu'un avocat aille déposer plainte et voir comment le juge va justifier cette affaire. Alors, comment vous analysez ce changement de pratique du pouvoir? Je pensais juste dire un mot par rapport à ce que vient de dire Ali, par rapport aux ONG, que je rejoins tout à fait. En fait, ce qui fait peur au pouvoir, c'est l'organisation. C'est l'organisation. Et face à une dictature, il y a pas autre chose pour lutter que s'organiser. Et ça, il a peur. De tout ce qui est action concertée de militants donc qui vont se mettre ensemble collectivement pour dégager une ligne, un combat à mener, etc. Ça, il en a peur. Et tout ce qui est association qui va dans ce sens, ONG, tout ça, c'est pour lui ce sont des entités qu'il faut absolument détruire, soit par la répression, soit par une harkisation. Ce sont tous des harkis, surtout ceux qui sont à l'étranger. Bien entendu, on travaille pour des entités étrangères. Donc tout ça, tout ce qui est organisation, ça, c'est ce dont les dictatures en général, il n'y a pas que la dictature algérienne, ce dont elles ont extrêmement peur, parce que c'est ça vraiment l'opposition réelle à faire face à une dictature. La question que vous m'avez posée, c'était est-ce que c'est nouveau? Moi, je pense que c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est la stature de la personne en Nassera Dutour qui se laisse pas se faire. Voilà. Elle met publiquement. Elle a été, il y a plusieurs personnes, je pense, à 20 qui ont subi la même chose. Sauf que elle, c'est une militante. C'est une militante qui a le courage de dire. Elle l'a montré depuis de nombreuses années. Et ça, elle va pas se taire. Ça, là, ils ont mal fait de le faire contre Nassera Dutour, parce que là, elle va pas laisser passer ça. Donc, c'est la personne de Nassera Dutour qui change un petit peu, qui rend visible ça. Mais je pense que ces situations, des gens ont dû les vivre. Moi, j'ai entendu dire qu'il y a, depuis le début du Hirak, qu'il y a des personnes qui ont été refoulées.
J'ai pas de preuves, mais je sais que on m'a dit, on m'a même donné certains noms, etc., de gens qui ne voulaient pas, comme disait Ali, médiatiser, de peur de nouveau avoir des problèmes, soit avec leur famille, rester au pays, etc. Voilà. Donc, mais il y a un véritable problème. Nous, en tant que diaspora ici, on le dit suffisamment dans toutes les déclarations de PADA ou chaque fois qu'on prend la parole, il y a un problème par rapport à cette liberté, à cette garantie normalement de liberté de circuler. On n'a plus la liberté de circuler. Là, on n'a plus la liberté de circuler. Des gens peuvent, et on connaît même pas vraiment le chiffre, parce que les gens ne parlent pas, toujours pour la même raison, de peur d'aggraver leur cas, de peur de porter préjudice à leur famille. Il y a sans doute des centaines de gens de personnes qui sont rentrées en Algérie, qui sont empêchées de revenir. C'est la fameuse ISTN. Il n'y a pas vraiment d'études précises là-dessus. Mais sans décision judiciaire, alors que Sofiane Schouter va nous l'expliquer tout à l'heure, il faut des décisions normalement de justice, sans décision de justice. C'est comme ça. C'est l'arbitraire le plus absolu. Et c'est des gens ici dans la diaspora qui ont perdu leur travail, qui ont laissé leur famille parfois avec des enfants qu'on a dû aider parce qu'ils n'avaient plus. Le père est souvent c'est lui qui pourvoit à tous les frais. Donc ça crée vraiment de grandes difficultés. Et ça, comme si on n'était pas. En fait, c'est ça qui m'étonne avec ce pouvoir. C'est comme si le fait, on est des Algériens normalement. On doit avoir un sentiment d'appartenance commune. On doit avoir de la bienveillance, même si l'autre a commis quelque chose. Là, non, on est des ennemis à abattre. Moi, c'est comme ça que je considère cette attitude de faire le plus de mal possible. Le plus de mal possible. Donc ça, c'est les IST. Ce qui fait que beaucoup de gens, qui veulent partir au pays, même ceux qui se tiennent loin, bien loin de toute opposition, de toute expression par rapport à ce régime, même eux, ils ont peur. Ils vont la peur au ventre. Pour savoir, peut-être qu'ils vont me sortir une photo, je sais pas où, etc. Peut-être un jour, j'ai marché dans le Hirak, il y avait peut-être quelqu'un qui est en prison, ils vont me dire, donc tu es avec lui. Et c'est arrivé. C'est arrivé. Donc tout le monde a peur. Tout le monde a peur. Tout le monde a peur. En prenant l'avion, tout le monde a peur. C'est normal, ça. C'est normal. Tout le monde a peur. Et il y a, maintenant ça, bon, ensuite, ISTN ou pas, ils reviennent toujours la peur au ventre en disant est-ce qu'ils vont m'arrêter, etc. Et il y a aussi ce chantage, ça on l'a dénoncé plusieurs fois, ce chantage, ça c'est pour les militants, tu veux entrer au pays, hein, sachant que tu as milité dans le Hirak, sachant que tu as déclaré ceci, cela. Hein, donc, il y a une possibilité, on te pardonne, il n'y a pas de problème, tu peux rentrer au pays, mais voilà, il faut abandonner tes convictions et ils leur font signer des papiers comme quoi, ça y est, ils abandonnent tout ça, toute leur militance, etc. Peut-être même qu'ils leur font signer un papier comme quoi, s'ils voient quelque chose qui leur paraît être une action anti-régime, ils sont dans le devoir de le faire signaler. Voilà. Donc, on oblige les gens. On oblige les gens. Vous vous rendez compte des personnes, des militants qu'on connaît, hein, qui ont été obligés de le faire parce que ils avaient un être cher qui était en difficulté, qui était mourant et il se sentait, bien sûr, mettons-nous à la place de telle personne quand c'est ton père, c'est ta mère qui est en train de mourir, tu as de l'accompagner. Mais Malika, la question que se pose le citoyen algérien qui vit à l'étranger ou qui vit à l'intérieur, qui vit cette peur. Et vous dites que le pouvoir a réussi à implanter la peur chez tous les Algériens, à faire peur à tout le monde. Pensez-vous que cette peur a une limite? Combien de temps va durer cette peur? Et comment les Algériens vont faire pour rebondir, se débarrasser de cette peur? Est-ce que vous avez espoir qu'un jour, cette peur va disparaître? Est-ce que le peuple va casser les chaînes et briser ce mur de la peur? Je ne sais pas. C'est une question qui se pose.
Oui, c'est une question qui se pose. Je pense qu'un jour ou l'autre, ça ne peut pas durer comme ça. Le peuple brisera cette chaîne. Le peuple sortira. On ne sait pas dans quel, ce que ça deviendra, mais le peuple sortira. Non, je pense que briser la peur, prendre exemple sur des personnes comme Nassera Dutour. Nassera Dutour a eu très peur quand elle le raconte très bien. Quand on est venu la chercher, elle est restée 3 heures. Elle sait pas. Est-ce qu'on doit l'emmener est-ce qu'ils vont l'emmener en prison? Est-ce qu'ils vont l'interroger? Peut-être savoir torturer, j'en sais rien. Mais c'est le courage. La peur n'évite pas le danger, comme elle dit. Prendre exemple sur des personnes comme ça. Prendre exemple sur des militants. D'abord ça, sur le plan personnel. Et deuxièmement, je pense qu'il n'y a pas d'issue on en parlera peut-être à la fin, comment on voit les choses. Il n'y a pas d'issue à ce déni de toutes les libertés. C'est au-delà du déni de liberté. C'est-à-dire que en tant qu'Algérien, on est considéré comme des ennemis. On nous interdit de rentrer, voilà, par exemple. Ça, c'est le summum du déni, de notre déni d'être algérien. Mais on nous met comme ça plein d'entraves. Nous, on veut travailler pour notre pays. Nous, on veut, on a des idées, on a des compétences, on a ceci, cela. Nous voulons mettre tout ça au service de notre pays. Qui nous en empêche? Qui empêche ça? Ça ne peut être que des ennemis de l'Algérie. Je suis désolée de le dire comme ça. Bon, je laisse la parole, parce que sinon je vais être très longue sur ce sujet. Merci. Maître Sofiane Chouiter, la question que je vous ai posée tout à l'heure, je vais la reformuler. C'est que vous êtes avocat. On va imaginer dans un monde réel, dans un monde où les choses se déroulent convenablement. Madame Nassera Dutour vient vers vous en tant qu'avocat dans votre cabinet, vous pose le problème qu'elle a vécu. Vous, en tant qu'avocat, vous allez voir la justice déposer plainte. Comment vous anticipez la réponse des juges dans ce dossier? Quel type de loi qu'il va utiliser? Quel type de procédure? Comment il va trouver les outils pour justifier est-ce qu'il va trouver? Est-ce qu'ils existent? Comment vous anticipez? Parce que c'est ça l'avocat. Il dépose plainte, il se présente devant le juge, mais il anticipe le procureur, comment il va réagir, quels sont les arguments du procureur, comment le juge va traiter l'affaire. Alors, comment vous anticipez la réaction du procureur et des juges dans cette affaire de Madame Nassera Dutour? Mais Chouf Kamel, avant de répondre à votre question, juste une remarque. Le contexte politique, tu vois, le contexte pour arriver à ce genre de situation, hein, ce n'est pas connu avant. Hein. C'est le même régime avec des composantes humaines différentes pendant des périodes. Tu vois. Jusqu'à maintenant, en Algérie, il n'y a pas de loi qui criminalise les membres d'ONG des droits de l'homme, y compris étrangères. En Russie, oui. Poutine, elle a fait adopter une loi qui punit les agents étrangers, hein, avec une définition, c'est qui. En Algérie, on peut utiliser la définition très vague, large du terrorisme, tu vois. Donc, mais depuis la Constitution de 1989, après octobre 88, la Constitution de 1989 jusqu'à 2020, avec tous les amendements, la période 89, 96, et puis je pense qu'il y avait 2 amendements de Constitution à l'époque de Bouteflika et la Khérihi. Il y avait une disposition qui n'a pas été touchée. Il y avait une disposition depuis 1989 qui stipule que la défense des droits de l'homme de façon individuelle ou collective est garantie. C'était un droit reconnu par la Constitution depuis 1989 jusqu'à 2020. 2020, c'est l'arrivée de Tebboune. En 2019, la première des choses, c'est le modus operandi de chaque président, entre guillemets, en Algérie. Il a besoin d'avoir sa propre, entre autres, sa propre constitution, même s'il ne respecte pas les constitutions. Ils ont aboli cette disposition. Ce droit n'est plus garanti constitutionnellement. La défense de façon individuelle ou collective des droits de l'homme
n'est plus reconnu dans la Constitution en vigueur. C'est un processus, ça commence là. Vous savez, il faut comprendre que toute politique a besoin des instruments, et ce sont les lois. Les lois, ce sont des instruments de la politique. Il n'y a pas de politique sans un instrument. Pour faire appliquer une loi, il te faut des lois. Parfois, il y a des experts pour analyser une politique, il faut qu'ils vérifient les lois. Dans tous les domaines, hein, fiscalité, économie, santé, culture, etc. Donc, ça a commencé de là. Il y avait une politique de cibler ou de ne plus reconnaître légalement le droit à la défense des droits de l'homme. Et il y avait des conséquences. La dissolution judiciaire de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme et de l'association RAJ. Là, la question, est-ce qu'on va aller vers une adoption d'une nouvelle loi qui criminalise, pas de façon claire et nette, la défense des droits de l'homme parce que c'est trop lourd au niveau international, mais disons de la même manière avec les Russes, les agents étrangers ou les agents des organisations internationales ou agents étrangers, je ne sais pas. En tous les cas, il y a un début. Le bannissement, l'interdiction et le refoulement des ressortissants algériens, il faut prendre en considération aussi, en 2000, si je ne me trompe pas, en 2020 ou 2000, juste après la nouvelle constitution ou en 2021, à l'époque du ministre de la Justice, Zarmati, le Conseil du gouvernement a adopté un projet de loi pour faire retirer la nationalité algérienne à des Algériens opposants qui sont établis à l'étranger. Ça n'a pas abouti au Conseil des ministres. Tu vois, une fois au Conseil des ministres, apparemment, il y avait des interventions du commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies, etc., parce que c'est un peu grave. Le monde lutte contre les apatrides, et donc ça n'a pas abouti. Mais tu te donnes que la logique, ils ont réfléchi, ils ont pensé à nous priver de la citoyenneté. Tu vois, tout simplement, vous êtes des militants des droits de l'homme ou des opposants politiques. Donc, il faut prendre ça en considération, la nouvelle composition humaine. Tu vois. Maintenant, pour le cas, tu vois, d'une manière ou d'une autre, il faut contester. Je ne sais pas si le journaliste Farid Alilet, à ma connaissance, en tous les cas, il n'a pas informé le public, n'a pas contesté cette décision ou cet acte matériel de la part de l'administration. J'en suis sûr et certain, je connais assez Nassera Ditour, elle ne va pas laisser, elle va contester. Elle va contester devant les juridictions compétentes sur cette décision. Est-ce que, si Madame Nassera Ditour n'a pas été arrêtée et emprisonnée comme c'était fait avec Sansal, est-ce que ça veut dire que le pouvoir ne voulait pas s'embourber dans une autre affaire d'emprisonnement? Il a préféré le scandale de l'expulsion plutôt que de l'emprisonnement et tout ça. Est-ce que vous ne voyez pas ça comme une façon de gérer le problème? Effectivement, c'est ce que j'ai pensé pour moi, jusqu'à la preuve du contraire. Moi, je ne peux pas, comme je ne suis pas dans le secret polichinelle, mais j'ai pensé ça. Nassera Ditour, elle est militante des droits de l'homme, très connue dans le monde des droits de l'homme, soit au niveau des organisations intergouvernementales, c'est-à-dire les Nations Unies, le commissariat aux droits de l'homme et les autres organes, soit au niveau des institutions européennes, au niveau de l'Union africaine, puisqu'elle a participé, le collectif des familles des disparus a là le statut observateur auprès de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, etc. Donc, peut-être ça devient, c'est pas le même cas que Sansal. Sansal peut ne pas faire l'objet d'un consensus. Il faut le reconnaître. On a vu sur le terrain, c'est pas certains même ils ont justifié de ça. Et il est très difficile de justifier peut-être pour Madame Nassera Ditour sa privation de sa liberté. Tu
vois, elle a milité depuis des années, les rassemblements, tu vois, y compris à l'époque où il était aussi, le régime était un peu dur, hein, sur des sujets très graves. Hein, les gens, il faut que comprennent que Madame Nassera Ditour, avec son collectif, a aussi participé de la lutte contre l'impunité des auteurs des crimes contre l'humanité et les crimes de guerre qui ont lieu dans les années 90, tu vois, et ça dérange certains gens du pouvoir. Donc, mais c'est pas aussi facile de la priver de sa liberté, donc ils ont été obligés de prendre la décision de la bannir, tu vois, de l'interdire de rentrer, de la refouler, tu vois. Donc là, c'est quoi la justification? Là, le ministre de la Justice, qu'est-ce qu'il va justifier? D'ailleurs, j'ai envoyé à Madame Detour, il y a une jurisprudence, le Conseil d'État algérien en 2009. Il y avait un cas d'un Algérien qui est établi en France. On l'a accusé, on l'a refoulé, hein, interdiction de rentrer au pays, sur la base qu'il a passé son service militaire à l'époque de l'occupation française, de 1900, je pense, si je ne me trompe pas, de 1959 jusqu'à 62. Donc, pour le ministre de l'Intérieur, ça veut dire qu'il est un harki. Tu vois. C'est un arrêt du Conseil d'État, la haute juridiction administrative algérienne. Il est publié dans une revue du Conseil d'État. Donc, c'est une décision importante, tu vois, qui peut être utilisée comme une argumentation dans une procédure judiciaire que Mme Ditour va entamer. C'est un principe, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous suspectez de quelqu'un qu'il est harki que tu lui es prévu de rentrer dans son pays d'origine. Surtout, notamment, qu'il jouisse de la citoyenneté algérienne d'origine, parce qu'il a présenté, tu vois. Et il fallait, parce qu'il y a une loi, un texte de loi, des anciens moujahidines, qui prévoit justement la déchéance des droits civils et politiques pour les gens qui sont impliqués dans des crimes coloniaux à l'époque de la guerre de libération nationale. Donc, c'est ce qu'ils n'ont pas fait. Tu vois. Donc, le Conseil d'État, il y a un arrêt qui a annulé la décision d'interdire à ce monsieur de rentrer dans son pays. À partir du moment où il jouit de la citoyenneté algérienne, il a le droit de rentrer dans ce pays. C'est la Constitution. Il y a un arrêt. Bon. Comment il va faire maintenant le juge, le Conseil d'État algérien maintenant, si Madame, et je pense que Madame Nassera Ditour, je la connais, elle va pas céder. Donc elle épuise, au moins elle va épuiser les voies de recours internes, donc elle va saisir les juridictions compétentes, à la fois pour demander l'annulation de la décision de la bannir et de demander les dommages moraux et matériels, etc. Alors qu'il y a un arrêt déjà, il y a un précédent judiciaire qui garantit ce principe constitutionnel d'ailleurs. Donc là, c'est un problème sur le plan du droit. Hein. Il n'y a aucune justification. D'ailleurs, même le PV d'expulsion, enfin, de refoulement ou d'expulsion de Madame Ditour, il se base sur quoi? Il se base sur le texte concernant les étrangers. Et dans le document… Sur son appartenance à une ONG. C'est ce qu'ils vont mettre. Non. Il se base sur la loi 08-11, la loi concernant l'entrée et le séjour des étrangers. Ça ne concerne pas les Algériens. L'article 3 de cette loi, elle définit c'est qui les étrangers. Le droit, la législation algérienne, dans son article 3 de la loi 11, 08, elle définit ce que nous voit l'étranger. C'est qui? C'est quelqu'un qui ne possède pas la nationalité algérienne. Tu vois, ou quelqu'un apatride, c'est-à-dire un apatride qui n'a aucune citoyenneté, aucune nationalité. Or, ce n'est pas le cas
de Madame Ditour. Dans ce cas-là, ils se sont référés à ce genre de texte, tu vois, qui ne régit pas l'entrée des Algériens. Ce n'est pas fondé légalement. Donc c'est l'arbitraire. C'est l'arbitraire, ils n'ont pas. D'ailleurs, le document lui-même, le document, il est écrit en français. C'est un document officiel. En principe, la langue arabe, c'est la langue officielle de travail, etc., des documents. Mais il a été élaboré. C'est juste c'est un formulaire qui est rempli par la police de l'air et des frontières. Et ça, c'est pour les étrangers, pas pour les Algériens. Tu vois. Donc, il est fait pour les étrangers, il n'est pas fait pour les ressortissants algériens. Or, et d'ailleurs, même le document, ils reconnaissent qu'elle est algérienne, d'ailleurs, parce qu'elle est en possession d'un passeport algérien. Tu vois. Donc, il est impossible, je dis bien, sur le plan légal, le ministre de l'Intérieur, si madame, je crois que madame Ditour va ester le ministre de l'Intérieur devant le Conseil d'État, il n'a aucune justification. Aucune justification. Les juges, comment ils vont statuer? Comment ils vont imaginer si le juge est sous pression? On lui demande de rejeter sa demande. Sur quelle base? Elle est algérienne d'origine, elle n'est pas naturalisée. Il n'y a pas de texte, il n'y a pas de fondement juridique. Il n'y a pas un fondement juridique, c'est-à-dire que l'administration, la police des frontières n'a pas un fondement juridique pour interdire à des Algériens en position du passeport, y compris les Algériens, pour un simple laissez-passer. Hein. On a vu par exemple le Harraga, en principe, les missions diplomatiques, on ne délivre pas des passeports au Harrag, c'est-à-dire qui a perdu son passeport, on lui donne un laissez-passer temporaire. Donc, selon vous, si Madame Dutour dépose plainte à la justice algérienne, un avocat qui se constitue va défendre son affaire. Si le juge ne reçoit pas de coup de téléphone, elle va gagner cette affaire à 99,99%. On va laisser quand même un certain doute. Cette affaire, donc elle va carrément. Ah oui, mais je te dis, il y a un précédent judiciaire, il y a une jurisprudence. À moins que c'est de flagrant, c'est l'arbitraire, à moins que le juge, de façon flagrante, et d'ailleurs, je me pose des questions, comment il va argumenter le juge pour justifier la décision de refouler Madame Ditour? Sur quel fondement juridique? Parce que même le texte de loi basé par la décision de la refouler, il est concernant les étrangers, elle ne concerne pas les ressortissants algériens. C'est-à-dire, l'Algérien, même Jazairi qui trouve avec un passeport qui a expiré la validité, on ne peut pas l'empêcher, il rentre parce que c'est un Algérien. Effectivement. Et tu vois, donc on ne peut pas l'empêcher. Là, elle a deux voies de recours. Les recours internes qui sont obligatoires avant de saisir les instances internationales. Voilà. Parce qu'il est très important, parce que c'est le cas, on a vu le cas moi je ne connais pas exactement en détail le cas du journaliste, comment il s'appelle, le journaliste Ali Lat et tout ça, mais il est très important parce que Madame Ditour, et je crois que Madame Ditour, elle va contester à la fois, il faut épuiser le voie de recours interne, donc elle va épuiser les recours internes, donc elle va saisir les juridictions compétentes pour demander l'annulation de la décision du ministre de l'Intérieur. Si ça n'aboutit pas, ça lui ouvre le droit de saisir le comité de droits de l'homme des Nations Unies. Donc elle attaque l'État algérien pour sa violation du pacte international de droits civils et politiques. Il est très important, même si sur le plan juridique, c'est connu, hein, le processus juridique, c'est lent. C'est partout dans le monde. Tu vois, c'est très important. Tu vois, donc elle va se battre. Elle va acquérir qu'il y a une violation de ses droits, mais il faut aussi d'autres actions politiques. Parce que Lyon, tout le monde, enfin, je ne dis pas tout le monde, mais je respecte le choix, par exemple, du journaliste
Alilette, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait pour garantir son droit de rentrer dans son pays d'origine, de voir sa famille, etc. اليوم هو سكتنا اليوم c'était Madame Ditour, demain c'est d'autres personnes, d'autres Algériens. Tu vois, donc c'est parce que la répression elle se nourrit du silence. En tant que sectine, on n'agit pas, on lutte pas. Tu vois, le pouvoir algérien, comme n'importe quel pouvoir despotique, ça lui encourage le silence. Ça a été toujours d'ailleurs un des grands slogans d'Amnesty International. La répression, elle se nourrit du silence. Il faut que les gens, tu vois, ah oui, elle se nourrit du silence, tu vois, les gens ils tout, donc c'est normal, ça encourage l'autre. Et il faut protester par tous les moyens, à la fois légal, il va suivre le processus légal devant le Conseil d'État. Si ça n'aboutit pas, ça va y aller devant les instances internationales, le Comité des droits de l'homme des Nations Unies, parce qu'il y a une violation du pacte international aux droits civils et politiques, mais il y a aussi des actions politiques. Et surtout pour la diaspora algérienne maintenant, ou même pour non. Ça ne concerne pas seulement la diaspora algérienne, c'est-à-dire les Algériens établis à l'étranger. Ça concerne même un Algérien résident en Algérie. Imaginez un Algérien pour un voyage à l'étranger pour des études, ou là pour des soins, ou là pour des vacances. يعاود يرجع لبلادو يقولوا له روح تروح. ما تدخلش. Tu ne rentres pas. Parce qu'il y a un président, parce qu'il y avait un silence. Tu sais, les régimes hindous, ils s'encouragent par notre silence. Bien dit, Maître Sofiane Chouita. Maintenant, je reviens à Madame Dutour. Est-ce que vous allez garder le silence et qu'est-ce que vous envisagez faire après tout ce qu'on a entendu comme conseil, comme vision de l'avocat? Alors, à vous de nous dire quelles sont les prochaines étapes pour vous. Est-ce que j'ai l'air de garder le silence, Kremel? Je ne crois pas. Hein? Est-ce que j'ai l'air d'avoir gardé le silence depuis tant d'années? Non. C'est pas de ma nature de garder le silence. Si seulement on peut vous cloner en 24 millions d'Algériens. Je me suis battue pour les autres pendant des années, j'ai déposé des plaintes pendant des années pour les autres, j'ai saisi le comité des droits de l'homme, j'ai saisi les procédures spéciales par des appels urgents pour les autres. Pendant toutes ces années, je me suis oubliée. C'est seulement cette année que j'ai transmis la communication sur le cas de mon fils, vous vous rendez compte? Depuis tant d'années, je l'ai fait avant pour les autres. On a condamné l'Algérie par le Comité des droits de l'homme à faire la vérité sur les disparus dans plusieurs cas. Wardia tout à l'heure en a cité un. On a parlé d'un cas où on a réussi à faire admettre que la famille elle-même directe est victime aussi, au même titre que le disparu. On a réussi à faire avoir par le groupe de travail sur les disparitions forcées, à faire valoir par le groupe de travail de disparition forcée les disparus en mer qui auraient atterri en Tunisie. Donc, dans toutes ces années, 28 ans que je me bats pas seulement pour les disparus, mais pour plein de violations des droits de l'homme qu'ont subi d'autres Algériens. Donc aujourd'hui, bien sûr que je vais suivre la procédure et je vais aller jusqu'au bout. Quand le Conseil d'État, si ça ne marche pas, je vais comme dit Sofiane, le ministre de l'Intérieur en justice, et puis j'irai au Comité des droits de l'homme, et puis peut-être que je rentrerai en Algérie quand même, et ils m'emmèneront en prison s'ils veulent faire de moi une martyre. Mais merci. Je me laisse. Merci. Et je voudrais un message parce que je voudrais revenir sur la notion d'ONG. C'est un message à tous mes compatriotes algériens, à tous les Algériens. Les ONG ne sont pas des ennemis de la nation. Les ONG ou les associations ne sont pas les ennemis du peuple algérien, ne sont pas les ennemis de l'Algérie. Dans tout État qui se respecte, dans tous les pays du monde, il y a des ONG, il y a des associations de droits de l'homme ou de l'environnement ou de rayons de soleil, de trucs, dans des milliers et des milliers d'associations dans chaque pays du monde. Ce sont des contre-pouvoirs. On ne les considère pas comme des ennemis. Une association, c'est pour faire ce que l'État ne peut pas faire.
Une association doit être considérée comme l'État comme un outil pour faire ce qu'il ne peut pas faire. L'État ne peut pas être partout. Les associations sont là pour ça. Donc, il ne faut pas que les Algériens pensent que les associations égale ONG, c'est la même chose. Association, on s'associe, ONG, c'est organisation. Ce n'est pas des organisations seulement des organisations internationales, c'est des organisations non gouvernementales et qui luttent pour un projet, pour un objectif bien défini et bien précis. Quand on fait peur aux Algériens en leur parlant d'ONG, des financements étrangers aussi, hein, on m'a accusé beaucoup de choses, hein. On m'a accusé, vous savez pas, vous devez savoir, hein, on m'a accusé de recevoir, de vendre les dossiers à Israël même. Et j'ai tenu bon et j'ai gardé la tête haute. Mais je voudrais que les Algériens comprennent qu'une ONG est là pour faire ce que l'État ne peut pas faire, pour construire le pays en même temps que l'État, pour reconstruire le pays pour eux, pour leur mettre en place des instruments qui les aideraient à mieux vivre, pour leur mettre en place des instruments qui respecteraient leurs droits, qui feraient respecter leurs droits et les libertés, toutes les libertés individuelles. Et donc, une ONG a besoin, bien sûr, de financement pour vivre. Moi, je suis retraitée, je vis de ma petite retraite et je suis à l'association tous les jours. Mais ce n'est pas ma petite retraite qui va faire vivre l'association, hein. On est obligé de trouver des financements par ailleurs, mais on ne va pas les chercher chez les ennemis de l'Algérie. On ne va pas leur dire de faire de l'ingérence en Algérie. Non, on ne va pas se plier à leurs exigences. En tous les cas, c'est ça le message. En tous les cas, c'est ça le message qui est vendu par le pouvoir actuel aux Algériens. Ils disent que toutes les ONG sont financées par des ennemis de l'Algérie pour déstabiliser l'Algérie. Donc, c'est ça qu'il faut. Pas de façon de déstabiliser l'Algérie, elle a été assez déstabilisée comme ça depuis l'indépendance, et pas depuis l'indépendance, depuis des siècles et des siècles, parce qu'elle a été par la colonisation, 132 ans de colonisation. Après, on a eu plein d'instabilité, les années 90, l'ère boumedienne. Donc, l'Algérie et les Algériens ont toujours été déstabilisés. C'est pas d'aujourd'hui. Donc, on n'est pas là pour déstabiliser, on est là pour construire notre pays, pour que justement, il ne soit plus déstabilisé. Et c'est pour ça qu'on appelle ce pouvoir, disons, à cesser de harceler les militants des droits de l'homme. Laissez-nous vivre tranquille dans notre pays. Laissez-nous reconstruire notre pays. Laissez-nous construire quelque chose pour les futures générations. Laissez-nous bâtir ce pays que vous avez pillé. Voilà, c'est ce qu'on veut faire. Comme disait tout à l'heure, oui, c'est un pouvoir voyou. Tu as oublié de dire qu'ils ont tué Boudiaf en direct. Ils ont commencé par tuer Boudiaf en direct à la télévision. Le monde entier regardait ça. Ils ont tué Boudiaf. De quoi? Mais voilà, mais allez, partez, laissez-nous tranquilles, laissez-nous construire notre pays en paix, qu'il n'y ait plus d'Algériens qui meurent en mer, que tous les Algériens qui sont en exil et qui souffrent de cet exil, qui souffrent de l'exil, parce qu'on souffre de l'exil, bien sûr. Laissez-les rentrer chez eux et construire le pays. Voilà, ils ont dissous l'association Rage, ils ont dissous la Ligue des droits de l'homme, ils ont dissous d'autres associations à Oran et ailleurs. Tout ça parce que ça leur fait peur, parce que ces ONG travaillent, construisent. Ils ne veulent pas de ça. Ils veulent pas de ça. Qu'est-ce qu'ils veulent? Prenez ce que vous avez pu prendre, prenez ce qui reste et laissez-nous tranquilles. Ils sont en train de dissoudre l'Algérie. Merci pour pour ces éclaircissements. Donc, on arrive à la fin. Un mot de la fin, rapidement. Malika Baraka, qu'est-ce que vous avez à nous dire à partir de tout ce que vous avez entendu? Quel mot vous voulez laisser à la fin de cette émission? Oui, ben, je rebondis sur ce qui vient d'être dit. En fait, c'est le pouvoir qui déstabilise l'Algérie. On le voit, c'est le pouvoir qui déstabilise l'Algérie. Alors, il y en a d'autres, peut-être, des forces étrangères qui en profitent. Mais celui qui, dans l'essentiel, est en train de déstabiliser, de détruire l'Algérie, je suis désolée, on le voit tous les jours. Et là, Madame Nassala Dutour en est la preuve. Elle essaie de construire quelque chose qui va dans le sens des droits, des libertés. On lui dit, tu ne rentres même pas dans ton pays. Voilà la sentence. Est-ce qu'on peut accepter ça? C'est pour ça que la nature, moi je pense que ça dénote, ce qui vient d'arriver dénote vraiment la nature profonde du système algérien, du système politique algérien, par rapport à sa vision
de l'Algérie, des Algériens. Tout à l'heure, Sofiane Chouiter a parlé d'un cas à qui on a contesté la nationalité. Je rappelle que même en pleine Assemblée nationale, Aït Ahmed, certains députés ont voulu le déchoir de sa nationalité. Rappelons-nous ça. Donc, c'est enfin des députés qui sont dans le cercle de ce régime-là, du système. Dans ce système-là, ils ont une vision patrimoniale de l'Algérie. Patrimoniale, c'est leur bien. Les deniers publics, ils font pas la différence entre les deniers publics qui appartiennent à tous les Algériens et les leurs. L'Algérie leur appartient, c'est leur bien. Donc, ils se permettent de dire, toi, tu es algérien, toi, tu n'es pas algérien, je décide de pas te faire entrer chez moi. Ça va où, là? C'est vraiment il faut qu'on se pose la question vraiment sur la nature. La nature de ce système, c'est ça. Il possède l'Algérie. C'est une possession à lui. C'est son bien à lui, privé. Je pense que moi, j'espère que avec tout ce qui vient de se passer, notamment depuis 62, on est bien d'accord. Mais là, depuis 6 ans, il y a une accélération, il y a une mise à nu de ce système. Je pense que le peuple qui a démontré, qui n'en voulait plus de ce système, il a montré avec le vote. Ça fait le 12 décembre 2019, plus récemment le 7 septembre dernier, il a montré qu'il ne voulait plus de ce régime. Donc, ce pouvoir n'écoute même plus la volonté populaire. Alors, il y a deux choses l'une, ou, comme tout le monde l'a dit, on construit une véritable alternative démocratique. On se rend compte de ce qui se passe, on ne peut plus se taire, ce n'est plus possible. Il faut qu'on se mobilise pour construire une alternative démocratique qui peut offrir justement de façon pacifique, de façon politique, une issue à ce qui se passe en Algérie, ou c'est la rue qui va trancher. Et si c'est la rue qui va trancher, on n'est pas sûr de comment ça va se passer. Parce qu'il y aura de la violence ou non. Donc, il faut que les Algériens soient conscients, tous, Algériens, qu'ils soient ici, dans la diaspora ou ailleurs, ou au pays, bien sûr, qu'on soit conscient que si on ne se mobilise pas, cette situation va empirer parce qu'il y a des possibilités encore d'aller plus loin. Ou alors, on dit c'est notre pays et nous avons la responsabilité de ce pays parce que le pouvoir, il est dans son rôle, il fait ce qu'il fait pour rester dans le pouvoir. Voilà ce qu'il fait. C'est à nous maintenant. Nous, on ne joue pas encore notre rôle. Il faut le jouer, ce rôle. On l'a joué, le peuple l'a joué dans le Hirak. Ça n'a pas été jusqu'au bout. Il faut reprendre ce travail-là. C'est à nous. Notre responsabilité est en nous. Il faut qu'on le comprenne. Si on ne bouge pas, il n'y aura rien. Prenons exemple de Madame Nassera Dutour. Elle bouge. Les choses sont immenses. Je suis sûre que quand elle s'est dit je vais lutter contre ça, c'était vraiment c'est gravir une montagne. C'est immense les défis qu'elle s'est posés. Elle y est allée. Ça fait des années qu'elle est là-dessus. Et elle a abouti, dans sa lutte, elle a abouti. Prenons exemple sur, il y a Madame Dutour, mais il y a d'autres exemples aussi. De gens qui vont, c'est ça, être militant et aimer son pays. C'est ça l'amour du pays. C'est ça être patriote. Merci. Merci Malika, merci pour cet exposé. Ali Aït Djoudi, président de Riposte Internationale, nous arrivons à la fin. Votre mot de la fin, comment vous imaginez que la suite va être par rapport à cette histoire, par rapport à d'autres histoires aussi qui attendent d'autres militants, parce qu'elle ne sera pas la seule à subir ça, parce que le pouvoir, elle vient de se donner encore les moyens de régler ses comptes avec les opposants politiques. Ces opposants à lui. Les opposants ne s'opposent pas à l'Algérie, s'opposent à lui, s'opposent à sa façon de gouverner, à sa façon de gérer le pays. Alors, quelle sera la suite, Talib, et comment sortir de cette crise? Merci. Comment sortir de cette crise? Je ne pourrais pas.
enfin, c'est instaurer un État démocratique, mais juste pour rappeler deux choses. Actuellement, il y a deux projets qui sont un danger sur l'Algérie. Un, c'est le premier, c'est la révision de la loi sur les associations. C'est pratiquement mettre les partis politiques et les associations sous l'autorité de l'administration. C'est-à-dire, un président d'un parti ou d'une association ne peut plus changer un élément de son exécutif sans l'aval du ministère de l'Intérieur. Donner justement, dire que le pouvoir algérien est un pouvoir archaïque, il accuse un retard incroyable. Je donne juste un chiffre. Je pense que Madame Ditour, je parle sur le contrôle de Madame Ditour, en Tunisie, toutes les ONG et tous les organismes sont représentés au Maghreb pratiquement en Tunisie. Il y a presque 23 000 salariés tunisiens qui travaillent pour les ONG étrangères. Vous imaginez cette masse salariale? Eh bien, l'Algérie refuse toute action associative. Juste pour rappel, j'ai assisté à une réunion qui a été présidée par le président de l'association NICFA, M. Yahya Jaafari, notre ami, qui est connu. C'était en 1998 pour créer une association de formation qui s'appelait IFSID. C'était avec la présence de Saïd Khalil, Saïd Boukhari, paix à son âme, Majid Yaou, le président de la faculté, le directeur de la faculté de Darwa, de la faculté économique à Tizi Ouzou. Donc, on a pensé créer cette association pour former les élus, les acteurs associatifs, voilà. Et c'était M. Hijafari qui devait financer, donc chercher les finances à partir de l'Europe. Ben, c'était un refus catégorique. Pour voir qu'en 1998, ça fait 25 ans, 27 ans, la société avait déjà de l'avance sur le pouvoir, ce pouvoir archaïque qui ne veut pas bouger, qui ne veut rien savoir. La loi de la mobilisation générale, dont on a signé une déclaration avec plusieurs partenaires, dont Madame Ditour pour le CFDA et FEMED, Réponse internationale et d'autres organisations, parce que la loi de la mobilisation générale, c'est pratiquement un coup d'État. C'est l'installation de l'État militaire, c'est donner toutes les prérogatives des institutions civiles à l'institution militaire. C'est pratiquement un coup d'État militaire contre le civil. Nous avons signé, et je pense à 80%, c'est le fait que nous avons signé cette déclaration, et Mme Ditour a signé cette déclaration qui a gêné encore ce pouvoir qui est en train de faire des choses en catimini et qu'on essaie justement de dénoncer, de crier, d'informer l'opinion publique, nationale et internationale sur ces dérives. Eh bien, les choses se déroulent dans le silence. Et c'est-à-dire la presse ne dit rien. Cette presse qui est une machine de propagande en faveur de ce pouvoir. Il a laminé la presse libre. Il a muselé tous les journalistes autonomes, crédibles, patriotes. Donc, je sais une chose, c'est que Mme Ditour, c'est une battante et nous allons mener encore ensemble ce bras de fer avec cette dictature. C'est une dictature qui dure depuis 1962, mais c'est une dictature qui dure depuis l'arrêt du procès électoral en 1991, ou plutôt depuis le 11 janvier 1992, avec toute cette série de coups d'État. Quand on voit qu'il y a plus de 200 officiers militaires qui sont dans les géoles du pouvoir, qui sont en prison. Quand on voit qu'il y a 3 premiers ministres qui sont en prison, quand on voit qu'il y a des dizaines de ministres
qui sont en prison, ça sous-entend que c'est ce pouvoir, c'est ce qui nous gouverne, que ce soit militaire ou civil, qui sont des traîtres, des gens qui exposent le pays à tous les dangers. Mais surtout, essayer de voir que c'est à l'intérieur de cette Assemblée nationale illégitime qui n'a aucune crédibilité, qui prête allégeance à la Turquie, à l'étranger. Alors les traîtres auraient voulu chercher ailleurs, pas dans la société civile, démocratique, progressiste, civile, alors, je vous remercie. Donc, je ne vais pas... Merci Ali. Maître Schwitter, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter? Attends, je vous active le micro. Vas-y. Oui, merci Kamel. Moi, ce que je voulais dire, c'est un précédent dangereux, tu vois. Les gens, il faut qu'ils comprennent, tous les Algériennes et les Algériens. Il y a eu le cas. On est en train de bannir des Algériens de rentrer dans leur pays. Il y a eu le cas du journaliste Farid Alilet. On respecte son choix. Je dis, je respecte son choix, il est chéri. Mais il y avait une forme de silence. On n'a pas réagi. Et là, le régime était encouragé. Ça, c'est un début. Il a commencé avec Madame Nassera Ditour. Il va y avoir, moi je te dis, on connaît assez ce régime. Le régime, il s'encourage maintenant par ses abus. Tu vois, il y a une mentalité. C'est une mentalité le pays, l'Algérie, c'est ils font ce qu'ils veulent, tu vois, ou tout le monde. Maintenant, c'est Farid Alilet, c'est Madame Ditour qu'ils ont empêché. Demain, c'est nous, d'autres, tous les Algériens. Et je dirais, Yangoulal Kakamel, ce n'est pas seulement les Algériens qui sont établis de façon légale à l'étranger. Il va y avoir même des Algériens pour un séjour de courte durée, pour des raisons études, affaires, ou toi, ils sont capables d'être empêchés de rentrer dans leur propre pays, tu vois. Et ce n'est pas c'est ça le plus important, c'est-à-dire ce n'est pas un cas individuel dans le sens seulement c'est Madame Ditour, ça nous concerne tout le monde et c'est encouragé. Je respecte le choix de M. Farid Alilet, mais il y avait son cas qui est grave, très très grave, et il y avait une forme de silence. Je pense que Sofiane Farid Alilet n'était pas dans le silence. La dernière fois, il a publié sur son compte Facebook le résultat de son enquête. Il a choisi de faire le travail à sa façon, c'est un journaliste d'enquête. Il a fait son enquête, il a révélé le nom de la personne qui a donné instruction à partir de la présidence au service douanier de le refouler. Donc, lui, il a choisi sa voie. Oui, mais il n'a pas choisi dans le silence, il a choisi sa façon de gérer son cas, mais le fait que déjà, moi je trouve son papier, et il nous promet encore d'autres révélations. Donc ça veut dire que sa façon de faire comme journaliste, de révéler les procédés, les façons de faire de ce système, est une autre façon aussi de contribuer à démasquer ce système. Oui, de façon individuelle, il n'a pas contesté. Il fait son travail comme journalistique personnel d'identifier. Il a essayé d'identifier, qui derrière cette décision arbitraire, tout ça, mais il n'a pas contesté dans les délais. Parfois, il y a les formes légales. Il faut respecter les délais de contester une décision administrative, qu'elle soit acte matériel ou une décision écrite notifiée, c'est là comme le cas de Madame Ditour, tout ça. Écoutez, ce n'est pas une affaire de Madame Ditour, c'est une affaire qui concerne tout le monde. C'est un précédent dangereux. Aujourd'hui, c'est Madame Ditour, demain, c'est toi, c'est moi, c'est d'autres personnes, tu vois. Je pense qu'il n'a pas voulu judiciariser son affaire parce qu'il sait que la justice algérienne, elle est ce qu'elle est, elle ne va pas aboutir et tout ça. Et il pense que la pertinence, elle est dans dans la façon de démasquer les pratiques, de donner les noms.
moi, je respecte son avis. C'est mais c'est son choix. Moi, je ne le discute pas, je ne le reproche pas ou là de le reconnaître coupable, mais j'essaie d'encourager les gens de contester de façon juridique. Parce qu'au niveau instance, et Mme Ditour, elle est là pour. Devant les instances internationales, le représentant du régime, ils disent qu'ils n'ont pas contesté. À partir du moment où tu n'as pas contesté une décision administrative émanant du ministre de la Justice ou de l'Intérieur, etc., toi, ça équivaut que tu es d'accord avec une décision. C'est ça l'âme du droit. Il faut contester, il faut suivre certaines voies légales, de contester cette décision. Et à partir de ce moment, tu n'as pas contesté devant les tribunaux. Malheureusement, tu dois épuiser les voies de recours internes, légal, tu dois épuiser ça, le droit international. Il faut donner la chance à ton État de rectifier son erreur. S'il ne rectifie pas son erreur, ça te ouvre la voie vers les instances internationales. Le régime, il s'est encouragé. Il faut connaître le régime. Je ne sais pas qui a dit, c'est-à-dire que le silence, c'est pas le silence que la répression, elle se nourrit. Tu vois, moi je connais très très bien Mme Ditour, elle ne va pas garder le silence, elle conteste, elle va contester de façon légale dans les formes de droit, sur le plan juridique, sur le plan judiciaire, sur le plan politique, etc. Il est créé, mais pour dire à toute la communauté, aujourd'hui c'est Mme Ditour, demain c'est flan. Et ça va généraliser parce que ce silence, il encourage le régime à suivre cette voie. Tu vois, donc, moi, je l'ai dit, Sofiane, je l'ai dit dans mes interventions. Là, je vais prendre la parole pas en tant qu'animateur. Je vais essayer de briser un peu le. Moi, je l'ai dit dans mes interventions sur d'autres médias que le pouvoir a gagné la première bataille à installer la peur quand il avait arrêté Bourgagne. Il a tenté, il a essayé, il s'est dit, je vais arrêter Bourgagne. Si le peuple bouge, je vais reculer. Si le peuple ne bouge pas, ça veut dire que là, je vais installer la terreur et je vais avoir la chance de gouverner éternellement. Et la première bataille qui lui a donné la force à ce pouvoir, c'est quand il a arrêté Bourgagne, il a arrêté Karim Tabou, Boumala, et le peuple ne s'est pas imposé en millions, comme il marchait les vendredis, pour dire à ce pouvoir-là, sortez-les de prison. Sortez-les de prison. Il ne l'a pas fait. Parce que le pouvoir, il a joué sur un autre chapitre. Il a joué un autre chapitre. La police politique, il a intégré quelque chose dans la tête de l'Algérien pour lui dire, si vous vous mobilisez pour libérer Karim Tabou, pour libérer Bourgagne, pour libérer les Boumala et les autres, ça veut dire que vous acceptez que le pouvoir vous a désigné des chefs. Alors, pour ne pas accepter que le pouvoir nous désigne des chefs, on ne va pas défendre ces gens-là arrêtés. Donc, le pouvoir est là des laboratoires avec quoi il imagine, il élabore des stratégies pour manipuler le peuple et nous le peuple, nous tombons facilement dans sa stratégie. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à nos invités. Longue vie à Mme Nassira Bitour. Merci. On vous soutient dans votre combat, c'est notre combat à tous. Moi, je termine cette émission en disant que aujourd'hui, une femme qui s'appelle Nassira Dutour, on lui a enlevé son fils en 1997 et en 2025, on lui a enlevé sa patrie. Voilà la conclusion. J'espère que nous sommes tous conscients, j'espère que nous sommes responsables devant ce qui nous arrive pour ne pas accepter le fait accompli. Merci à vous qui nous avez suivis jusqu'à maintenant. Nous allons revenir sur cette histoire. Nous allons revenir encore avec d'autres émissions pour suivre l'affaire. Et je vous souhaite une agréable soirée. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.